Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde, hein. Excusez-moi du retard, mais bon, je n'ai pas encore trouvé. Il faudrait que j'ai un professionnel avec moi pour me débrouiller de ces situations. C'est compliqué, ça ne marche pas. Alors, donc, on va passer savoir par l'émissionnote. Donc, encore une fois, et rêve-toi à tout le monde. On va prier pour que tout se passe bien pour l'Eretz Israël, que tout se passe bien en France. Je pense que tout le monde est dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude avec les élections, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est encore pire. Donc, on passe des moments Et Sarah l'Israël. Voilà. Et Sarah l'Israël. Il n'y a plus qu'à En Lanu al Mileishan Ena al Avinu Shavashavim. On n'a plus qu'à s'appuyer sur Akash Baruch à tous les niveaux. Et donc, nous, on sait que l'arme absolue pour repousser toutes ces toutes ces accusations, et ben l'arme absolue, c'est le Limoud Torah, la Tfila. Voilà. Donc, on va étudier, on va se renforcer, on va renforcer tous les étudiants dans les yeshivot, qu'on essaie absolument de sortir contre leur gré, etc. Bon. En tout cas, voilà, on va étudier du mieux que l'on peut. D'abord, quelques mots, hein, quelques minutes sur les événements que l'on vit et les événements que l'on vit, hein, comme nous disent nos rébéim. C'est ce qui se passe dans la paracha. Dans la paracha, c'est la paracha de Korah cette semaine. La révision de Korah qui remet en question toute l'autorité de Moshe Rabbeinu. Et vous savez ô combien ce problème-là est un problème dans l'Israël, de remettre en question l'autorité des grands, des tzadikim. C'est le piroud devant l'Israël. On n'arrive pas à trouver un accord, malheureusement. Et ça, c'est notre problème. Eh bien, Moshe Rabbeinu donc prévient, invective Korach et Dato et son groupe, il dit faites attention, la terre va s'ouvrir, Dieu m'a dit que la terre va s'ouvrir. Ça y est, c'est Dersham, ils ont refusé, ils ont fait la révolution, Natal Babiran, ils ne veulent rien entendre. Alors on peut penser qu'à ce moment-là, eh bien, ça y est, on dit ça y est, la punition va venir, on attend, tant pis pour eux, on a fait ce qu'on a pu. Eh bien non. Passouk de la Torah nous dit, Vayakom Moshe, Vayilchu acharav ziknei Israël. Moshe se dresse et à sa suite, les Chachamim, les Chachmei Israël, les Ziknei Israël le suivent. Et là, Rachid nous dit la chose suivante. C'était quoi le but de Moshe Rabbeinu? Ça y est, on est arrivé au bout. On a discuté, on a négocié. Aucune réponse possible. Rachid, il est Vayakom Moshe, que ça veut dire Moshe se dresse et à sa suite, tous les anciens d'Israël. Eh bien, nous dit Rachid, Vayakom Moshe, que savour chez Yisoulo Panim. Il a pensé que ils vont panim, ça veut dire qu'ils vont l'écouter, ils vont tenir compte de sa grandeur, de son aura, c'est le tzadikador. Vayakom, c'est encore un espoir de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu me dit peut-être que je vais prendre mes plus beaux habits, je vais me parer de mes habits de Nassib et Israël. Et c'est la raison pour laquelle ils ont senti, les Chachmei Israël ont senti qu'ils accompagnent le Melech en quelque sorte. Et peut-être que la Prinat Malchut, ce niveau de Malchut de Moshe Rabbeinu suivi par les grands d'Israël, aurait une ashpa sur celle de la Haïda de Korach. Après tout ce que l'édition qu'il y a eu, peut-être vont-ils être impressionnés. Vous savez qu'il y a des moments où on est devant des tzadikim, et puis combien de fois on a pu voir cette chose-là, hein, que précisément, personne se retrouve devant le rabbi et puis il est tellement impressionné, tellement mouche pas par cette vision, par les yeux, par les quelques mots qu'il peut entendre, qu'il change complètement. C'est la tentative que Moshe Rabbeinu, qui est un Oheb Israël, qui est le symbole de l'immensité de Savat Israël. On essaye encore, on essaye toujours. Malheureusement, le résultat n'a pas été au niveau de cet investissement, de cette Mezrut Nefesh qu'a fait Moshe, mais il ne reste pas moins que pour nous, c'est
vraiment un enseignement extraordinaire. Dans la vie, il y a des personnes que l'on côtoie, avec qui on parle, qui on essaie d'être mashpia, on leur montre notre bonheur, notre investissement dans la Torah et tout ce que cela nous apporte, qu'on réalise nos valeurs, on réalise la beauté de la Torah, la beauté de la famille, la beauté de tout ce que représente Matan Torah. Et malgré tout, on voit que des personnes restent indifférentes, restent parallèles. Et je ne vous cache pas que quand on entend toutes les dissensions, les marloquettes en Israël, on entend en Eretz Israël de nos jours, on a l'impression qu'il y a des personnes qui rien à y faire, rien à y faire. Je entendais quelqu'un qui disait oui, oui, il y aura toujours Yehuda et Shomron, et de l'autre côté, il y aura Tel Aviv. Tel Aviv reste à Tel Aviv. Une personne de Tel Aviv disait ça. Et j'ai eu ce réflexe de dire non, Tel Aviv ne restera pas toujours Tel Aviv. Non. Au même titre que Moshe, il espérait que Yissou Panim, comme dit Rashi, il se présente encore. Il est très vrai. Approchez-vous. Ne vous révoltez pas. La punition est suspendue sur votre tête. Comprenez que Akash Baruch Hu m'a investi d'une mission extraordinaire. Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mon kavod personnel. Je cherche à faire Ratzon Hashem. Peut-être il y aura une pas. Et bien voilà l'enseignement qu'on va tirer de un des multiples enseignements de la paracha, c'est de jamais, jamais, jamais renoncer complètement à rapprocher son prochain. Les mots de la Sikha, le Rabbi nous dit Nishtadel Moshe Rabbeinu kedei lehatzil et hele shemardu b'emunah b'Akadosh Baruch Hu. Kal vachomer bismanu, à plus forte raison de notre temps, que les gens ne sont pas mordim. D'ailleurs, dans le shiur que je vous ai donné tout à l'heure, on va revenir sur ce point-là. Ils ne sont pas mordim, ils ne sont pas révoltés. Ils sont malheureusement comme des tinok shinishba, comme des enfants qui ont été prisonniers, puis que donc ils ne sont pas rattachés à l'enseignement Israël Saba, un enseignement profond, transmis par les parents et les grands-parents. C'est ça qui leur manque. Mais ce n'est pas des mordim, ce n'est pas des révoltés contre l'immense message de la Torah. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de révolte, ça nous donne encore un fort impact de pouvoir leur parler et leur montrer que le chemin de la Torah, c'est le chemin. C'est le chemin. Ça donne le bonheur, ça donne la joie, ça donne tout ce que vous voulez, mais au-delà de ça, c'est le chemin. Pourquoi? Parce que c'est derrière Emet. Et il faut aimer le Emet parce que c'est le Emet. Parce que c'est pour ça que Dieu a créé le monde. C'est un monde qui a créé le monde, contrairement à ce que les matérialistes affirment. Le monde n'a pas toujours existé. Le monde a été créé par Dieu. Et il a créé des hommes dans ce monde avec un but. Il y a un début, il y a une fin. Donc, il faut être dans le wagon, hein, dans la locomotive, ou au moins dans les wagons. Il faut être dans la locomotive, mais au moins dans les wagons et suivre le train pour pouvoir arriver au but final qu'on attend tous avec l'arrivée de Mashiach, qui va vraiment nous donner cette perception divine que l'on atteint bien sûr par la tfila, par l'étude de la Torah, l'attachement, le fameux yichud nifla, l'union absolue qu'on a avec Dieu en étudiant, mais arriver maintenant à le ressentir, le descendre, le sent, le palpe, c'est à ça qu'on va arriver. Voilà donc un des enseignements de l'attitude de Moshe envers Korach. Alors qui est réputé, hein, vous savez très bien, qui est réputé pour être quelqu'un de éminemment rechercher son intérêt personnel, son kavod, etc. Et malheureusement, on connaît le résultat qu'il a obtenu. Donc cette semaine, bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de Ikouvim, comme vous le savez. Hein. Il y a eu Shavuot, il y a eu des mariages, bon, Kenirbout les mariages. Donc c'est bien connu que après Shavuot et avant les 3 semaines, bon, il y a beaucoup de mariages. Donc j'ai eu la joie de célébrer des Messader Kiddushin à de nombreuses reprises, Baruch Hashem. Et donc nous avons laissé pendant quelques temps donc, les halachot, on revient. Et je vais revenir cette semaine essentiellement sur les halachot de Bishul Hakum. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu de nombreuses questions. Je vais vous en soumettre quelques-unes, vous allez voir à quel point ce sont des choses qui sont d'actualité. Bishul Hakum avec les raisons de l'interdiction, avec les cas où on peut être mekil, où on peut permettre, et les cas où on ne peut pas permettre, etc. Alors, je vais vous apporter les deux shélotes. On va commencer le shiur avec les shélotes. Les choses sont les suivantes.
d'abord, on parle des choses avant de rentrer dans le pourquoi du comment de la chose. Les choses sont toutes simples. Il est arrivé qu'une personne ait eu l'occasion de faire une quantité énorme de viande sous la surveillance d'un très bon chômeur, il n'y avait aucun problème. Et puis, il s'est avéré que des personnes ont su que cette personne qui avait commandé cette énorme quantité de viande, eh bien, malheureusement, il ne respectait pas Shabbat. Or, vous savez que dans de nombreux halachot, un Mechalel Shabbat, il a un digne de Moumar, quelqu'un qui est allé chercher ailleurs, on dit. Alors, Chaz Shalom, que je puisse prononcer un tel mot qu'il n'est pas juif, Chaz Shalom, un juif reste un juif, quoi qu'il fasse. Afal Pichechata, Yehudiou, tout le monde le sait. Mais il y a certains dinim, certaines halachot pour lesquels ils ont un statut. Ils ont un statut. Et Chachamim leur a enlevé la possibilité de faire certaines choses. Tout simplement, c'est une chose que vous savez toutes. Le vin, par exemple, le vin qui est, je dis touché veut dire beaucoup de choses, qui s'est servi dans une bouteille de vin non cuit, non mébouchal, eh bien, si les Mechal et Shabbat, on ne prend pas ce vin, comme vous le savez. Eh bien, la même chose, dans Bichou Lakoum, un aliment qui a été cuit donc, par un non-juif est interdit à la consommation, avec diverses restrictions dont je vais parler tout à l'heure. Eh bien, une personne qui est moumar, donc qui va shalom convertir à une autre religion, il est comme un goy, donc si vous cuit quelque chose, on ne peut pas le manger. Et le Mechal el Shabbat en question aussi, il a aussi un digne de moumar, et donc c'est problématique. Alors la question a été soumise, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette grosse quantité de viande qui a été cuite donc par, j'insiste que la viande était cachère, tout était, mais, le chômeur ne savait pas que la personne en question n'était pas chômeur Shabbat, il était très étonné d'ailleurs, et c'était une chose suivie, bon, il peut mettre Shabbat tout simplement. Voilà la première question. Deuxième question qui m'a été soumise, c'est qu'une personne a acheté beaucoup de légumes surgelés et pré-cuits, et quasiment mangeables. Bon, pas aussi bien que s'ils avaient été mijotés, bien sûr, mais c'est pré-cuit. Pré-cuit donc par des non-juifs. Devenu mangeable par une cuisson faite par des non-juifs. Est-ce que ces légumes pré-cuits, ou ce couscous pré-cuit, ou ce riz pré-cuit, il est consommable par nous ou bien non? On va dire que tout simplement, il a été cuit. Il a été amené à la consommation, disons, à un degré de cuisson qui est suffisant pour le manger. Un mot que vous avez entendu, qui s'appelle comme Kemachat Ben Drosai, considère qu'il a été cuit au tiers de sa cuisson totale. Donc, il est mangeable, Béchat Hadara, quand on a vraiment besoin, on peut le manger comme ça. Eh bien, c'est problématique parce que la cuisson a commencé par un non-juif. Est-ce que le fait que la cuisson se finisse par nous-mêmes, on a acheté ce riz, on a acheté ces légumes surgelés, est-ce que le fait de compléter les deux tiers ou la moitié de la cuisson, ça, c'est métaken, ça arrange la chose? Ouais, de chez l'autre posé. Et donc, je vais bâtir donc le chivour sur ces deux chélotes et tâcher de les résoudre. Pour cela, on part à zéro. Vous savez très bien que nous avons les 613 mitzvot de la Torah, nous avons 6 mitzvot de Rabbanan, 7 mitzvot de Rabbanan, et puis nous avons toutes sortes de gdarim, toutes sortes de barrières que les Chachamim ont mises pour chacun selon sa raison. Par exemple, le yaïn, le vin des non-juifs, le pain des non-juifs, une viande ou un poisson cuit par les non-juifs, c'est interdit. Le yaïn, pourquoi c'est interdit? Pour deux raisons. Le vin, pourquoi? Parce que Chachamim ont craint que l'on soit amené à boire du vin sur lequel les goïms ont fait Avodazara, ce qu'on appelle yaïn nesser. Ils ont interdit donc que l'on appelle stam yenam. Stam, ça veut dire pas nesser. C'est du vin pour le boire. Chachamim ont interdit pour pas qu'on soit amené un jour à consommer du yaïn nesser, qui serait une surtora, et du Avodazara qui a été fait avec ce vin. Une deuxième raison qui est donnée pour le vin, qui est la suivante, c'est Mishum Asro Stam Yenam Mishum Khatnout. Ça veut dire Khatnout,
Tout simplement parce que si les Chachim nous permettent de boire le vin des non-juifs, on peut très souvent être amené à boire avec eux, et on travaille, on boit, comment dire, on fonce un pot ensemble, pourquoi pas. Il y a des braves gens, hein, il y a des gens qu'on fréquente, avec qui on travaille, des braves gens, des voisins, pourquoi pas, on s'assoit, on boit. Eh bien, quand on boit ensemble, il y a une fraternité qui se crée, il y a une kirva, une approche qui se fait, qui peut nous amener à Khatnout. Khatnout, c'est-à-dire mariage. On peut s'attacher, plus que s'attacher à un non-juif, et avec les conséquences que cela provoque. Ça, c'est Yaïn. Il y a aussi Patakoum. Patakoum, ça veut dire le pain d'égoïm. Chachamim interdit le pain d'égoïm. Sauf certaines conditions, je reviendrai sur ça, ce n'est pas l'objet du shiur aujourd'hui. Puis il y a Bishul Hakoum. Nos Chachamim ont interdit le Bishul Hakoum, et deux raisons sont ramenées par les Rishonim. La première, c'est comme le vin Mishum Khatnout, que si on commence à manger de la viande, certes cachère, voilà, vous avez un ami qui vous dit, ne vous inquiétez pas, je vais t'acheter de la viande cachère et scellée avec tous les tampons que tu veux, et de la vaisselle que je viens d'acheter toute neuve, je te cuis cela. Hein, je pense que ça arrive souvent, des gens qui ont fait des études, ont des copains, des copines, étudiants, on est ensemble, pourquoi pas, on est des amis, tu m'invites toujours chez toi, je voudrais une fois t'inviter chez moi, je t'achète toute la viande que tu veux, etc., je la cuis. Et ma cuisse est bien, donc ça fait une kirva, ça fait un kirou, ça fait une approche, une proximité, et les conséquences, on les connaît. On peut s'amouracher, on peut être amené à se marier, donc ce qu'on appelle khatnout. Rien ne interdit. Le fait, ça fait une barrière quelque part. Si ils le savent de toute façon, ils savent qu'on n'a pas le droit de cuire quelque chose pour un juif, il ne va pas le manger, donc ça crée un froid et un mur. Ça, c'est la première raison. Khatnout, risque, chachash khatnout, un risque de se marier avec eux, et le reste. Deuxième raison, c'est que si on mangeait, si on permettait, si le Chahim avait permis de manger de la viande, du poisson, etc., cuit par des non-juifs, on peut imaginer que on va parfois manquer de vigilance, et donc le non-juif, peut-être certes de bonne foi, pas de mauvaise foi qui fait exprès, mais de bonne foi, il peut quelquefois être amené à ajouter des produits qui pour nous sont rigoureusement interdits, et lui, il ne le sait pas, il ne connaît pas toutes les finesses de la cache-croûte. Shema Ya'aver, Ya'arev Davar, chez nous Kacher. Deuxième raison. Eh bien, il y a un nafkamina, il y a une conséquence qui sort, une différence qui sort selon les deux raisons. Certains disent que si on ne regarde que la raison de l'interdiction de Bishul Hakoum, c'est par crainte de se marier avec la personne qui nous dit quelque chose, on peut très bien imaginer que les Chachamim n'ont pas interdit lorsque la chose qui est cuite, elle est cuite par un bon juif et qui respecte pas Shabbat. Pourquoi? Maintenant, c'est un juif. Qu'est-ce que je vais me marier avec lui? Mais il est caché pour se marier. De manière générale. Peut-être celui-là est pas Shomer Shabbat, mais de manière générale, il n'y a pas un risque de se marier avec lui. On marie des gens, vous savez très bien, qui ne sont pas Shomer Shabbat, on les marie. Par contre, d'après la raison que le Bishul Hakoum est interdit, de peur que le cuisinier mélange des choses qui ne sont pas permises, on peut imaginer qu'une personne qui ne respecte pas Shabbat, qui fume Shabbat, etc., même si c'est une personne, on va dire, sérieuse de manière générale, mais bon, quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, si un jour il y a, imaginez qu'il y a un petit peu de lait qui va tomber dans la dafina, je ne pense pas qu'il va demander demander au rave qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon, fume Shabbat, bon, c'est pas bien grave, quelques gouttes de lait dans la daf, et alors voilà. Donc, je conclus, si une personne qui ne respecte pas Shabbat cuit quelque chose, est-ce que le repas en question qui est cuit, il est cachère, va dépendre des deux raisons que je viens d'évoquer. Si la raison, c'est de peur qu'il mette du non cachère, on va interdire même pour un non-chômeur de Shabbat. Si la raison, c'est peur qu'on se marie avec lui, bon, c'est pas interdit de se marier avec lui. Ça sera permis. Et j'insiste que ce dont je suis en train de vous parler, c'est pas quelque chose, je ne suis pas dans la haute théorie, dans les hautes sphères abstraites.
je pense que malheureusement, dans beaucoup d'entre nous, nous avons de la famille. Au Hachem, hein, des 50 dernières années, il y a eu un mouvement des gens qui sont quittés le Maghreb, l'Afrique du Nord, sont en France. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas pu garder comme il faut. Et donc, et ben, au Hachem, grâce au travail du Rabbi, milliers de personnes ont fait Tchouva, mais beaucoup ont dans leur famille un grand-père, une tante, un oncle, etc., qui, eux, ne respectent pas Shabbat. Et ces tantes, etc., font partie de la famille. Et très souvent, un dîner, il va rentrer, il va faire quelque chose. Donc, c'est une chose extrêmement fréquente, très fréquente. Souvent, les gens demandent, moi, je suis à la maison, ben, je sais qu'il y a mon oncle est venu, il adore cuisiner, il a amené de la viande avec tous les herchérim, vous voulez, Glad Bet Yosef, Shritat Rabbad et tout. Et puis, il a pris nos ustensiles, hein, pour pas qu'on lui fasse d'histoire, et il nous a cuit toutes ces viandes. Alors, on la mange cette viande ou pas? Sachant que lui, il est Mechalel Shabbat. Donc, c'est vraiment une question très piquante et très d'actualité dans beaucoup d'endroits. Eh bien, pour donner la réponse, Yesh Makom Gadol et Akel. On peut être Mekil. Il faut éviter, bien sûr, il faut au moins, au minimum, faire en sorte que nous-mêmes, nous allumions le feu. Alors là, il pourra cuire. Mais si, malgré tout, c'est lui qui a allumé le feu, la gazinière, elle a tout cuit et tout, Bedi Avad, a posteriori, on pourra permettre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, on va s'appuyer sur le fait que c'est vrai qu'il est Mechal Shabbat. Mais dire qu'il a un vrai dit de Moumar, particulièrement de nos jours, beaucoup de grands poskim parmi eux, le Moshe Feinstein, il dit beaucoup de Mechal Shabbat dans notre génération, eh bien, ils ont un digne de Tinok Shenishba. Et même s'ils ont connu ça dans leur jeunesse, mais la confrontation, les épreuves, la vie, ont fait que malheureusement, ils n'ont pas pu tenir. Donc, c'est difficile de leur donner un titre, un statut de vraiment Mechalel Shabbat. Alors, il est clair qu'on fera tout pour qu'il ne touche pas notre vin, etc. Mais si il a quand même cuit quelque chose, on vous dit la petite grand-mère, le grand-père, là, comme ça, qui il a cuit quelque chose et on ne fait pas trop confiance sur leur Shmirat Shabbat, eh bien, Bediavad, on peut être Mekil. Ça veut dire dans la là que j'ai eu là, avec lequel j'ai commencé le shiur, eh bien, j'ai pris sur moi de dire que bon, toute cette viande qui a été cuite par ce monsieur, elle est quand même cachère. Parce que, comme je vous dis, le Bichoul Goy, une raison, c'est de peur que on se marie avec le Goy, mais comme c'est une personne qui est juive, le riz de se marier, bon, il n'est pas si grave que ça, il est juif. Comme en plus, je vous dis, il n'y a pas un vrai digne de Goy, ouais, parce que surtout de nos jours, il y a un Tino Tchinishba, on peut s'appuyer sur cette raison et donc permettre la viande. Donc, excusez-moi. Donc, je résume en deux mots, quoi. Si une nourriture a été cuite par un non-chômeur Shabbat de nos jours, Bédiavad, on évitera bien sûr, mais Bédiavad, on pourra quand même la consommer. C'est bien de se rappeler avec toutes les explications que je vous ai données. J'aborde la deuxième question. Après, je vais vous donner donc tous les principes de Bichoul Goy, après avoir écouté certaines de vos questions à vous. Je vous ai dit aussi que on est amené quelquefois à acheter des légumes ou autre chose qui soit pré-cuit. La Gemara rapporte, dans la Gemara Abodazara, rapporte le cas suivant: une nourriture a été cuite un tiers par un juif. Un tiers. Donc, elle a été mise à disposition de celui qui veut le manger par un juif. Le tiers, c'est déjà mangeable. Puis le mets a été enlevé du feu, un goy l'a remis et il a fait cuire les deux derniers tiers. Je au tranche que Bichoul Goy, c'est sur des rabanan, comme une partie de la cuisson a été faite par le juif, Bediavad, si le goy a fini, on peut le manger. Intéressant comme ça. Donc je connais des cas comme ça, des gens qui cuisent comme ça à moitié leur nourriture, ils les laissent à la maison, et puis quand la femme de ménage vient à la maison, elle finit la cuisson, elle donne aux enfants. Encore chez l'autre que j'ai eu,
je fais une petite parenthèse, hein. Ces dernières années, j'ai eu l'occasion d'enseigner ça à la rote, et vous voyez des gens qui me disaient, oh là là, à vous écouter, toute ma vaisselle n'est pas cachère, et j'ai donné à manger du non cachère à mes enfants. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a une nounou, une Goya, qui va chercher les enfants à 4-5 heures de l'après-midi, s'occupe des enfants jusqu'à 8 heures, et les parents, papa, maman, ils rentrent chez eux à 8 heures. Donc la nounou, elle leur donne à manger, elle fait cuire tout, elle a mangé, elle les met au lit. Ben oui, effectivement, la nounou, elle a fait cuire elle a fait des omelettes, elle a fait des œufs, elle a fait du poisson, elle a fait de la viande, et ben oui, c'est problématique. Et il faut cacher la vaisselle aussi. Sachez. Donc, le, cette interdiction, donc c'est un histoire amour, hein, c'est pas. Mais il y aurait eu une solution, dans le cas de l'amour en question, c'est si les parents avaient pris soin de cuire à moitié, comme j'en connais beaucoup qui font comme ça, ils cuisent à moitié les plats, ils les mettent dans le congélateur, et puis nous, le vient, et puis elle le fait que réchauffer. Si elle ne fait que réchauffer, ça reste cachère. Je ne rentre pas dans le problème, est-ce qu'on fait confiance à la nounou en question, qu'elle ne va pas mélanger avec d'autres produits. Je laisse le problème là encore, que l'on peut parfois résoudre en mettant, quand il y a des caméras, elle sait qu'il y a des caméras. Bon. Mais c'est un autre problème que je ne veux pas aborder pour l'instant. Je parle juste de pomme de Bichoul Goy. Donc je reviens, si les parents avaient pris soin de cuire au tiers ou à moitié le repas, et que le non-juif avait fini la cuisson, c'est cachère. La question qui est demandée maintenant, c'est l'inverse. Et ça, cette question n'est pas marquée dans l'Agma. C'est les poskim qui parlent de ça, les rishonim. On a dit qu'on est méquille, que lorsque le juif a cuit le tiers de la cuisson, si les deux autres tiers sont finis par un goy, c'est cachère. Maintenant, si je dis l'inverse, si le premier tiers a été cuit par un goy, donc c'est le goy qui a fait passer la viande de l'état de cru à l'état de mangeable, quoi. Donc apparemment, on pourrait penser, à l'image de la première halakha que je viens de dire, que ça y est, donc elle a subi le bijoux de goy, donc c'est assaut. Ou bien non. On va dire, comme c'est midera banane, on est méquille que, étant donné qu'il reste encore 2 tiers à cuire, il suffirait que le juif enlève le beefsteak qui a été cuit au tiers, et puis ensuite il opère lui-même la cuisson, le bichoul des 2 autres tiers, et ça marche. Et bien cette halakha, dont je vous parle maintenant, c'est une discussion entre le Mechaber et le Rama. Une discussion dans les Rishonim, mais entre le Mechaber et le Rama. Le Mechaber, il dit que si le juif, le goy a cuit un tiers, et que le juif finit les 2 tiers, c'est pas cachère. Sauf des cas exceptionnels. Sauf cas exceptionnels, les rêves Shabbat, il n'y a que ça à manger, etc. Des cas exceptionnels. Ça veut dire dans les cas exceptionnels, les méquilles, comme les méquillim. Mais dans le cas normal, non, pas du tout. Il n'est pas méquille. Si le goy a cuit un tiers, ben, en temps normal, on ne va pas manger cette viande en cuisant les 2 autres tiers. Par contre, le Rama et chez Chabad, ça fait longtemps à faire comme les psakim du Rama, il dit non. Il dit que si le goy il a cuit le premier tiers, donc il a amené le mets à la consommation, mais que la finition est finie par le juif, c'est cachère. Et c'est très très belle à la fin, très belle terre. Parce que tout ce que on achète en pré-cuit, encore une fois, quand je dis ça avec beaucoup, beaucoup de précautions, parce que quand c'est pré-cuit, il faut avoir la certitude que ça n'a pas été cuit avec des viandes, avec autre chose. Hein. Je parle que c'est des légumes congelés pré-cuits sur lesquels il y a une vérification qu'ils ont été cuits sans aucun mélange de produits interdits. Ça, faites bien attention. Hein. Il ne faut pas vite dire, ah oui, là, c'est pré-cuit, c'est perdu. Non. Mais si on est sûr, et quelquefois, il y a des gens qui ont donné des herchérim, au lieu de s'en donner des herchérim, ils ont vérifié qu'il n'y a rien dans ces produits-là. Donc, les produits, ils ont été cuits au tiers par les goyim. Eh bien, d'après le Rama, on peut finir la cuisson et c'est cachère. Ça veut dire quand vous achetez un légume, vous achetez du couscous, vous achetez du riz ou autre chose qui est pré-cuit, eh bien, c'est permis de les acheter et de faire nous-mêmes la cuisson. C'est quand même très, très beau et hein, ça peut sauver beaucoup de situations. Des fois, on n'a que ça. Si on peut, on achète du cru, entièrement cru, mais bon, ça peut arriver parfois qu'on trouve que du pré-cuit et parfois, c'est bien, bien pratique. Hein, je ne sais plus si ça existe, mais il y a quelques années, rappelez-vous, on avait les pommes de terre, le Nord, je crois, ou les Nord, excellentes pommes de terre qui étaient cuites, qui étaient sous vide. Et puis, c'était pré-cuit, bien cuit, hein, mais qu'on recuisait, quoi. Et donc, malgré le fait que c'était cuit par les non-juifs, bon, on le consommait. Les meilleurs chercheurs donnaient ces choses-là.
Et pour finir ce point, j'ai vu dans les shows du Rav Wosner, les grands poskim, ils disent que même si le repas il a été cuit, bien cuit par le non-juif, si ce repas est beaucoup amélioré, si on continue à le cuire, ce que l'on appelle dans les halachot Shabbat, mitztamek vetovlo. Ça veut dire qu'il mijote, et plus il mijote, mieux il est. Eh bien, un repas, imagine un petit peu, donc, par inadvertance, c'est la femme de ménage qui elle a le feu, elle a fait cuire le repas. Elle a oublié. Pas bien. Je suis souvent sollicité par des questions comme ça. La femme de ménage était là, elle a allumé le feu, waouh, elle pensait bien faire, et puis il se trouve que la DAF a été cuite par elle. Mais que cette DAF, on sait qu'elle a encore des heures de mijotage, elle sera bien meilleure. Eh bien, le fait, c'est un chidouche, ce que je vous dis, mais marqué dans les grands poskim, sur Medaïkim, que après le Rama, même si c'est pratiquement cuit, le met pratiquement cuit, s'il est mitztamek vetovlo, si il mijote et s'améliore beaucoup en continuant à mijoter, eh bien, ce mijotage qui finit donc la cuisson du repas permet donc le repas qui a été cuit pratiquement entièrement par le non-juif. C'est comme extrêmement intéressant comme alara. Voilà donc un tour d'horizon avant de rentrer dans les pratés à la rote et détails. Tour d'horizon, donc ce issour qui s'appelle Bichoulakou, les raisons, ou à cause des mariages, ou à cause du fait qu'ils peuvent mélanger des choses non cachères. Les conséquences pour nous, s'il y a un non-chômeur Shabbat, il est cuit. A priori, on évite, mais a posteriori, Bediavad, on permet quand même. Et la dernière halakha que je viens de dire, à savoir que si un mets a été cuit par un goy, mais pas entièrement, et qu'il est fini par un juif, on peut permettre. Et inversement, si un repas a été un peu cuit par un juif, même qu'il arrive à sa finition, à son maximum par le goy, ça reste quand même cachère parce que le début a été fait par un juif. Voilà donc le petit résumé, la première partie du shiur. J'écoute vos questions maintenant, avant de passer Oui, donc bon. à... Allez-y, Bonsoir, j'écoute. Rav. Oui, j'avais avec plaisir deux questions. Euh, sur le fait de terminer la cuisson. Est-ce que ça peut être même encore un geste peut-être encore moindre, à savoir juste remuer? C'est-à-dire, on remue et c'est encore en ébullition. Et en fait, le début, enfin, pratiquement toute la durée de la cuisson, c'était un non-juif, qu'on connaît. On était dans les locaux, une femme de ménage par exemple, mais que nous, on vient juste terminer en remuant, vérifiant, en secouant. Est-ce que ça suffit ou ça suffit pas Écoutez, pour, j'ai bien compris votre question. Sachez que je vais en parler tout à l'heure. Et bon, vous posez la question, donc c'est l'occasion de parler de ce point-là. Pour éviter le problème de Bichoulakoum, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit le juif qui mette le repas sur le feu. Parce que cuire quelque chose, c'est prendre le repas cru et le mettre sur le feu. C'est ça qu'on appelle cuire. Cuire, c'est mettre sur le feu. D'après le Mechaber, il faut absolument que le juif mette la marmite sur le feu. Par contre, après le Rama il est Mekil, il dit que si le juif allume le feu seulement et que le non-juif met le repas sur le feu, c'est cachère. Comprenez que c'est un grand chidouche parce que quand, la cuisson, c'est pas l'allumage du juif qui fait la cuisson, c'est juste les ouais. préparatifs. Mais c'est le goy qui met le repas sur le feu qui cachérise, qui cuit pardon, le repas. Malgré tout, le fait qu'il y ait une petite participation du juif qui consiste à allumer le feu, ça suffit d'après le Rambam. D'après le Mechaber, ça ne suffit pas. Par contre, d'après le Mechaber, écoutez bien, si on allumait le feu, le juif a allumé le feu, que le goy a mis le repas sur le feu, et que le juif participe un petit peu à la chose en question, ça veut dire le tirouche, le fait que d'abord c'est lui qui a allumé le feu, puis il participe un peu à la cuisson, l'ensemble c'est des choses fait que il n'y a pas le problème du bichou goy. Je pense que vous pensez à ça quand vous m'avez dit qu'on remuait Oui, un peu. Ce dont je ouais. parlais moi, c'est pas ça. C'est que en fait c'est le juif qui finit, qui permet de mijoter la chose. Ça veut dire
quand le repas est entièrement cuit, disons entièrement cuit ou à 90% cuit par le goy, il faudrait que le juif enlève la marmite et la remette sur le feu. Et alors, on va passer de 90 à 100 et même un peu plus avec le mijotage. Ce n'est pas juste une petite participation. Il faut que faire un geste, le juif, que toute la fin de la cuisson, tout le mijotage final, tout le mistamek vetovlo, le timouk viennent par le juif. Donc, le fait de remuer un peu ne suffit pas dans ça. Il ne suffit que dans le cas que j'ai dit tout à l'heure, à savoir la participation, l'allumer le feu plus la petite participation pour enlever du choulgoy. D'accord, merci. Alors j'avais la deuxième question. Je ne sais pas si j'ai pris en cours, mais lorsque vous dites le bichoul d'un non-chômeur Shabbat, que c'est problématique, est-ce que c'est moins problématique quand c'est Bediavad qu'on ne savait pas certaines choses, ou est-ce que la restriction, c'est-à-dire profiter de cette cuisine, c'est que pendant Shabbat, mais après Shabbat, est-ce que c'est possible d'en profiter? Si, si des fois c'était interdit pendant le Shabbat, parce qu'on a profité de quelque chose d'un Oui. d'un Non. non-chômeur, et après non plus? Écoutez, d'après ce que j'ai expliqué, tâchez de réécouter si vous avez le temps un petit peu l'enregistrement. D'après ce que j'ai expliqué, ce n'est pas des cas exceptionnels parce que Shabbat et tout. Bédiavat seulement. On n'était pas au courant, bien sûr. Quelqu'un l'a fait. Vous êtes dans une maison, vous savez que la personne qui a cuit le repas, il est, même que ce n'est pas Shabbat, c'est un jour de semaine. Bédiavat, on peut être Mekil, avec toutes les raisons que j'ai expliquées. Parce que la raison profonde. Hein, lui, il ne fait pas Shabbat. Il fait pas Shabbat. Mais Bédiavat, j'ai vu qu'il ne fait pas Shabbat, mais bon, bah, il a cuit un morceau de viande. Est-ce que je peux manger le morceau de viande? Alors, d'après les explications que j'ai données tout à l'heure, effectivement, vous pouvez le manger, parce qu'on s'appuie sur le fait que, n'oubliez pas que la raison, c'est Khatnout, et se marier avec lui, ce n'est pas interdit. Donc, la raison est beaucoup moins shayechet et beaucoup moins d'actualité. D'autant plus, j'ajoute un deuxième point, c'est ce mot de Rav Feinstein, et bon, qui a été répété de nombreuses fois par le rabbi. Le rabbi ne parlait pas d'Halakha, il parlait de Chassidut, vous voyez, mais Rav Feinstein, il dit dans l'Halakha, on tient beaucoup compte du fait que les non-Shomei Shabbat de nos jours, ils sont beaucoup Tinok Shenishba. Donc, en deux mots, pour répondre aux questions, si ça a été fait par le tonton ou le grand-père qui fume Shabbat, vous pouvez manger ce qu'il vous a fait Bediavad. Après, vous vous arrangez pour lui dire, bon, ben, il ne faut pas qu'il le fasse, quoi. Je vous laisse gérer la situation familiale après. D'accord, que ce soit pendant Shabbat ou après Shabbat. Oui, oui, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Merci. Non. Merci bien. D'autres questions? Moi, j'avais une autre question, mais qui n'est pas du sujet, donc il vaut mieux attendre. On va écouter les questions sur le sujet, après on va écouter les autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je vous écoute. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'ai une petite question parce que vous avez dit que, entre guillemets, si on avait commencé à cuire un repas et qu'après il y avait quelqu'un, un goy, comme vous avez dit, un nounou, qui venait et qui réchauffait le repas, c'était possible. Oui, si le repas est, vous l'avez déjà complètement cuit, à plus forte raison. Moi, je vous ai dit encore mieux là. Je vous ai dit que même si vous l'avez cuit qu'au tiers seulement, le Shulchan Aruch permet. Par exemple, vous avez chauffé au tiers, vous avez enlevé du feu, et puis vous l'avez laissé comme ça sur l'évier ou dans le frigo, et puis à 5 heures, il y a l'homme qui vient et qui la remet sur le feu. Si vous l'avez cuit seulement au tiers, oui, on peut laisser la Goya finir la cuisson. À plus forte raison, si vous avez des plats comme ça souvent, et des plats qui sont complètement cuits au congélateur, hein, comme beaucoup de familles ont des plats d'avance dans le congélateur, vous pouvez laisser la mouche chauffer la chose. Attention, et j'ai précisé tout à l'heure, méfiez-vous, je parle bien d'un cas où on a la certitude qu'il n'y a pas de possibilité que la nounou elle fasse autre chose, elle met des produits non cachers. Par exemple, je vous donne, elle sait par exemple à nous qu'il y a des caméras. Par exemple, il y a beaucoup de maisons maintenant, il y a des caméras, vous voyez. Donc, pas du tout à cause de Bichoul Goy, à cause du fait qu'on a peur qu'elle fasse des mélanges, qu'elle mélange le lait avec la viande, etc. Mais en tout cas, le Bichoul Goy lui-même n'est pas interdit dans la mesure où c'est déjà cuit à la quantité dont j'ai parlé. C'est ça ce que je veux dire. Donc, c'est pas un problème, en fin de compte, si après, elle va allumer le feu pour réchauffer le plat, quoi. Exactement. Voilà. Si vous êtes, peut-être vous êtes à la maison, par exemple. Voilà. Vous dites à la nounou, occupe-toi. Voilà. C'est cuit déjà au tiers. Tu t'occupes de tout. Si vous êtes à la maison, elle ne va pas mélanger, elle ne va pas faire de bêtises, vous voyez. Si vous êtes, on peut laisser la femme de ménage, Goya. Quelquefois, je sais que pendant les fêtes, les gens ils prennent une femme de ménage, une cuisinière qui cuisine très bien,
Et on la laisse faire, vous voyez. Alors, elle demande des fois, voilà, au congélateur, vous avez des choses, est-ce que je peux réchauffer? Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est au congélateur, c'est déjà en partie cuit, tu peux les prendre et les réchauffer et faire ce que tu veux avec. C'est D'accord. pratique. Voilà, Ok. Merci beaucoup, Rav. je vous en prie. Autre question? Bon, écoutez, je vais continuer leur quelques larotes, toujours dans ce kiboun-là. Sachez une chose, qu'il y a des cuissons, je vais employer le mot cuisson, qui peuvent interdire Shabbat, mais que dans Bishul Hakoum ne sont pas interdits. Par exemple, Shabbat, on n'a pas le droit de mettre des anchois dans du sel, par exemple. On dit maliar kérotéar, parce que les anchois en question, ils s'attendrissent, ils sont un petit peu comme cuits dans le sel. Ou bien laisser mariner. Vous prenez maintenant c'est très à la mode, on prend du poisson, qu'on coupe en fines lamelles, on met ça dans le citron, dans le vinaigre, et puis c'est cuit, quoi. C'est tout à fait mangeable après. Hein, c'est kabouche, on dit kabouche kebebouchal. Hein. Mariner, c'est comme si on cuisait. Un troisième type de cuisson aussi, qui est la cuisson à la fumée, la fumaison, comme il y a du hareng fumé, il y a du saumon fumé. Sachez que si vous avez du hareng fumé ou du saumon fumé par des non-juifs, il n'y a pas d'interdiction de bichoul goy. Alors, ne posez pas la question, alors on peut acheter du saumon sans être cher, j'ai jamais dit ça. Je dis que du saumon qui a été fumé par des non-juifs, il n'y a pas d'interdiction de bichoul lakoum. Maintenant, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y a pas eu des produits mélangés, etc. Ça, c'est tout à fait une autre question. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que certains permettent comme ça de prendre du saumon fumé sans Hercher, il est vivement conseillé de prendre avec Hercher, on ne sait jamais que ça peut être mélangé, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que ça a été cuit, entre guillemets, par la fumée, n'interdit pas le poisson fumé, le hareng fumé, toutes ces choses-là. Donc, Ishun, Melicha et Kvisha, il n'y a pas une chose, c'est quand même très très pratique de savoir que donc on peut prendre euh, des saumures. Il y a certains, par exemple, produits du hareng en saumure. Bon, encore une fois, quand c'est en saumure, souvent dans l'huile, il faut être sûr que l'huile est cachère. Mais je connais des gens qui savent que ce saumon, il est dans des huiles qui n'ont aucun problème. Dans des citrons qui ont été coupés avec des couteaux tout à fait neutres. Et donc, malgré le fait que ça a été porté à la consommation, donc ça a longuement mijoté, mariné dans la marinade précisément, il n'y a pas de bichou. C'est bien de savoir ces choses-là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un des autres principes fondamentaux de Bichoulgol. Bichoulgol, c'est un issour de Rabanan. Rachamim ont donné certaines ouvertures. Et ils ont dit la chose suivante. Un aliment que l'on pourrait manger sans le cuire s'appelle Nechal Chai. Il est mangeable cru. Du fait qu'il soit mangeable cru, donc ça veut dire que la cuisson que l'on lui donne, certes, lui donne un goût différent, mais Chabéa Photo, c'est meilleur, Photo est meilleur. Hein. Mais il n'en reste pas moins que la cuisson n'a pas apporté à la possibilité de le manger. Je pouvais le manger sans ça. C'est pas comme un morceau de viande. En général, bon, des gens mangent la viande, steak tartare, de cru, bon, mais les gens normaux ne mangent pas de ce genre de choses. Mais un fruit, une pêche. Une pêche, très très bon cru, c'est très très bon cuit aussi. Beaucoup de gens aiment les pêches au sirop. Eh bien, les pêches au sirop chez les goyim, les boîtes de pêche au sirop, c'est tout à fait permis. Bien sûr, encore une fois, on a vérifié qu'il n'y a pas de produits non cachers dedans. Mais si on sait qu'on a vérifié, ça a été cuit dans l'eau, etc., avec du sucre ou sans sucre, eh bien les fruits au sirop en boîte, sans Hercher, c'est cachère. Les carottes, ça se mange cru. Donc si on a des carottes qui sont cuites et qu'on a vérifié, on sait, des gens sont allés vérifier que ces carottes ont été cuites sans présence de poisson ou de viande, eh bien, ceci est parfaitement permis. Donc, première chose, pensez bien, et il y a beaucoup de conséquences à cela. C'est la raison pour laquelle, quand il y a du lait, imaginons que la femme de ménage elle a chauffé du lait pendant Shabbat, attention, il ne faut pas la laisser nous chauffer notre lait, parce qu'elle fait une lacha pour nous, c'est Amira Legoy. Mais en supposant qu'elle l'a fait par inadvertance, le lait ne devient pas non cachère. Il n'y a pas bichoul akoum dans ça, parce que le lait, comme tous les liquides, sont buvables crus.
n'y a pas besoin de les cuire pour les boire. Et c'est la raison pour laquelle aussi, beaucoup de personnes prennent des cafés au bistrot. Non, c'est le goy qui fait le café. Parce qu'on considère que l'essentiel du café, ce n'est pas la poudre de café, c'est l'eau. L'essentiel, c'est l'eau. Et l'eau, c'est buvable cru. Donc, pareil un thé. Si on est sûr que le thé n'est pas mélangé avec des produits non cachers, le café aussi, eh bien, est parfaitement permis de prendre un café. Certains se permettent de prendre des fois le café dans l'avion, dans des endroits, etc. Bon, c'est pas évident parce qu'on ne sait jamais des mélanges qu'il peut y avoir dans les vaisselles. Mais en tout cas, le fait que le café ait été fait, donc ils ont mis du café, dans le café moulu souvent, dans de l'eau bouillante, il n'y a pas bichougoy, parce que l'essentiel, c'est l'eau. C'est bien de savoir ces choses-là, donc tout ce qui est mangeable cru ne tombe pas sous la coupe de l'interdiction. Il y a aussi d'autres choses qui sont considérées comme parachuvot. Par exemple, des sardines. Beaucoup de postes qui me permettent de prendre des céréales qui sont cuits par des goyim, parce que ce n'est pas des choses rachouves, les céréales, vous voyez. Des pop-corn, tu vois. Les champignons, j'allais vous dire, mais les champignons, il y a des champignons qui sont très rachouvis, mais les champignons sont mangeables crus, en général. L'immense majorité de champignons sont mangeables crus. Dans le milieu où ils sont mangeables crus, vous pouvez prendre des champignons en boîte qui ont été cuits. Voilà, donc les chocolats, vous voyez, les chocolats. Donc, je vous fais toute une liste, hein, les céréales, chocolat, sardines, champignons, café, popcorn, tout ça, ça ne tombe pas sur la coupe de bichou le goy. Et encore une fois, faites attention, hein, en Israël, on ne va jamais vous prendre un tel aliment sans vérifier, sans air cher. Bon, c'est parce que je crois qu'en Israël, même l'eau des viandes, même l'eau, tout est avec air cher. Mais d'après la rapure, il n'y a pas bichou le goy dans ça. Voilà, donc je pense que je vais dire, passer en revue sur la. Ah oui. Deux choses que je veux. Il y a certains intérims, c'est bon que vous le sachiez. Certains rabbinim interdisent, certains permettent. Bon, il faut savoir, selon la circonstance, c'est bien de savoir qu'il peut y avoir une ouverture. Il y a de nombreux légumes qui ne sont pas mangés crus, donc sur lesquels il y aurait des haricots verts, par exemple. Bon, il y en a qui sont mangeables crus, mais les robes, haricots, les gros haricots blancs, c'est pas mangeable crus. Mais qui sont cuits à l'étuvée. Ça veut dire dans une étuve. C'est pas dans l'eau, mais c'est dans la fumée, dans la vapeur d'eau. Il y a une grande discussion dans les poskim, c'est est-ce que la cuisson dans la vapeur d'eau, c'est comme la cuisson dans l'eau ou pas? Discussion, certains disent oui, donc c'est interdit, certains disent non, c'est permis. Il y a une deuxième svara quand on étudie la Souga à Beyoun. Certains Rishonim, c'est machma de leur propos que lorsque le goy fait cuire ses choses chez lui, complètement chez lui, rien à voir avec nous dans notre maison, etc., chez lui, ça rentre pas, et il le fait pour lui, il le fait pour lui, il le fait pour sa suivant, on va dire. Il n'y a pas bichou de goy. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque de mariage, il n'y a pas de risque de mélanger, il fait ça pour lui. J'ai vu dans Mitrat Yitzhak, un des grands poskim de notre génération, qui associe les deux idées que je viens d'exprimer, et il dit que si en cas de besoin, et je connais certaines écoles très froumes qui se permettent de faire ça, dont les légumes sont achetés en boîte. Alors souvent on demande les boîtes que tu as achetées, c'est marqué, Bichou d'Israël. Il dit non. Donc il s'appuie sur ce que je viens de vous dire, à savoir que ces boîtes, elles sont faites dans des usines pour les goïms. Premièrement. Deuxièmement, c'est cuit à l'étuvée, pas directement dans l'eau, c'est que dans des étuves. Donc ils font le tirouf et ils permettent donc de manger des boîtes. Et je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas, dès qu'ils voient des légumes en boîte, ils ne les touchent pas. D'autres qui disent qu'en cas de besoin, on peut l'utiliser. Voilà. Vous choisirez votre derrière vous-même. En ce qui nous concerne, c'est de très très nombreuses années qu'on ne prend pas les boîtes. Bon, bien sûr, des boîtes, ou alors je prends une boîte avec Hercher, bien sûr, beaucoup de boîtes avec Hercher, mais bien que les boîtes sans Hercher sont beaucoup beaucoup moins chères, mais bon, on évite quand même parce que quand même, finalement, c'est cuit par des goïms. Voilà, ça c'est l'avant-dernière affaire. Je finis avec la dernière et on passe à vos questions. Bien que ce soit un Issur des Rabanan, il contamine les kélim.
Donc, une poêle dans laquelle vous avez fait cuire une omelette, voilà, une omelette. Alors, vous allez me dire, les omelettes, c'est des œufs, ça mangeable cru. Oui, c'est mangeable cru, mais il y a quand même le bichoul goy. Pourquoi? Parce que manger un œuf cru s'appelle achila shatadachat, gassa. C'est pas facile de manger. Il faut être quelqu'un qui tient à sa voix, quelqu'un qui a des problèmes de corde vocale. Mais prendre un œuf comme ça cru, c'est difficile. Donc, c'est pas une achila normale. Donc, on considère, c'est pas vraiment considéré comme nechal chai, comme mangeable cru. Donc, les œufs, effectivement, il y a un problème. Bon, une omelette, un goy qui vous fait cuire un œuf, moi, j'ai pas, on le jette. Vous le donnez au goy. Donc, le goy vous a fait une omelette, donc la femme de ménage, la nounou, hop, la poêle, il faut la cachériser. Elle a cuit de la viande, du poisson dans une casserole, il faut la cachériser. Et les couteaux qui ont touché à tout ça, il faut tout cachériser. Exactement comme un pessar, si vous cachérisez un pessar, la même méthode que l'on cachérise les autres issourim. Par contre, il y a un point extrêmement intéressant dans Mishul Goy. Comme c'est un issour que nos chachamim ont été mamtis, ont trouvé, ont ajouté, ils ont donné une coula, ils ont donné une permission que toutes les matières sont cachérisables pour les cachériser de l'interdiction de bichoulakoum, la cuisson par un non-juif. Alors que dans les autres issourim, pas possible de les cachériser. Très très simple. Tout ce qui est kélichet, tout ce qui est tout ce qui est Argile. Voilà, toutes les matières qui ne sont pas ni le verre ni le fer, eh bien, on ne les cachérise pas dans les assiettes, la porcelaine, toutes ces choses-là, pas cachérisables. Si vous avez des assiettes bassarites, vous ne pouvez pas les cachériser pour les rendre khalavites. Il y a plus forte raison si vous avez reçu une très, très belle vaisselle très belle porcelaine de Limoges, tout ce que vous voulez, mais vous savez que les gens ne mangeaient pas cachère, on ne peut pas cachériser. Oui. Par contre, si les gens mangeaient toujours cachère, mais ils vous disent, chez nous, on n'a pas fait attention à Bichoul Goy, c'est cachérisable. Très intéressant. Donc, on peut rattraper, récupérer. J'ai connu des gens comme ça qui ont toujours mangé cachère, mais il y a toujours la Goya qui leur fait la montre. Vous savez pas. Eh ben, je leur ai expliqué comment faire, ils ont cachéré toute leur vaisselle. Voilà. J'avais une petite nuance et question à vous demander. Mais d'accord, alors, par exemple, ceux qui ont cette chance d'aller en Israël à l'hôtel, et à l'hôtel, celui qui va vous préparer une omelette, par exemple, c'est peut-être pas un juif. Alors, mais vous lui dites, je veux ça, 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 et vous, du début jusqu'à la fin, c'est vous qui contrôlez. Alors, puisqu'il c'est sur surveillance d'un juif cachère, est-ce que ce bichoul a un problème de bichoul goy? 100%. Oula. Pour transformer du bichoul goy en hercher, en cachère, il faut que ce soit le juif qui participe. D'après le Rama, juste allumer le feu. D'après le Mechaber, il faut allumer le feu et puis touiller. Mais faire sous la surveillance d'un meilleur chômeur du monde, mais que les feux sont allumés par le goy et la casserole est mise par le goy, les matières sont cachères, la viande elle est vérifiée par le chômeur, mais la viande est non cachère à cause de bichoul goy. La surveillance n'enlève pas le issour de bichoul lako. Ah, mais par contre, si le mashgiach, il avait allumé la flamme première, donc ça fonctionne. Donc. Le Rama, il permet ça. Si le Oui, chômeur mais allume la première, et puis le goy, en tournant les boutons, il allume d'autres, mais que la flamme première de flamme. référence reste toujours allumée, ça marche, oui. D'après le Rama, hein, pas d'après le Mechaber, mais d'après le Rama, oui. Zach, et chez Rabat, du coup, ça sera plus du côté Rama ou du côté Sfarad? Le Chabad fait comme le Rama. Ah, d'accord. Donc, Comme, dans ce cas-là, c'est permet, plus. c'est-à-dire, je vous donne une anecdote. Bon, Hachem, on a le Hercher du Varad à Paris, etc. C'est un excellent Hercher, on fait très attention. Mais pas toujours on est MacPid sur, bien sûr, donc c'est le chômeur qui allume et tout, mais pas toujours on est MacPid d'être quitte d'après le Mechaber. Par contre, on a certains clients qui sont MacPid. Ils nous disent, vous faites attention au Mechaber, on dit, si vous voulez, ben, on fait attention. Et donc, on lui fait un repas. Alors, on lui fait un repas et on dit au chômeur de venir toutes les 10 minutes. Enfin, on lui donne tout un.
un cahier de charge, il dit tu vas touiller les mets. Celui qui demande, on lui fait. C'est pas compliqué à faire, hein, c'est pas compliqué à faire. D'accord, merci. Ouais. Très bien. Rav Zerbi, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Rav. Je vous ai écouté sur YouTube, j'avais du mal à rentrer sur le Zoom, je n'avais pas le lien, bref. Baruch Hashem, une bouteille à la mer et on me l'a envoyé. Je voulais vous demander, vous avez dit au début du cours qu'il était possible donc d'acheter, en sachant que rien n'était non cachère dans la composition, par exemple un légume pré-cuit, admettons des sachets d'haricots verts qui étaient pré-cuits et qu'on pouvait les consommer en s'assurant bien sûr qu'il n'y avait aucun composant interdit. Mais ça voudrait dire qu'en usine, ça risquerait d'être allumé par des non-juifs et ça, c'est permis, vous l'aviez dit en début de course et j'ai bien compris. Vous avez bien Je voulais compris, avoir madame. quelques précisions. C'est pas que ça Mais risque, c'est sûrement allumé par des goïms. Mais oui, Oui, et absolument. c'est permis. Et le ridouche que j'ai dit, c'est que le Shulchan Aruch tranche, le Rama dit comme ça, que si le premier tiers a été cuit par le non-juif et que le juif a terminé la cuisson, eh ben en quelque chose, il cachérise, quoi. Il est métaken la chose. Oui, je dis ça, bien sûr. Et j'ai même dit que d'après certains poskim, d'après Abosner, même si les légumes ils sont pratiquement complètement cuits, mais que vous les fassiez mijoter, c'est-à-dire vraiment vous les améliorez beaucoup, ça, c'est métaken qui a été fait. Oui. D'accord. Et j'ai aussi une autre question. D'accord, très bien. Et concernant les ustensiles, si par exemple une femme de ménage réchauffe un plat qui est cuit, donc vous aviez dit que c'était possible dans ces cas-là. Mais les ustensiles, tout est permis. On peut, si ça a été préparé ou réchauffé par une non-juive, l'ustensile reste toujours cachère. Et je 100%. pensais, 100%. d'accord, ok. Donc je pensais à la bouilloire qu'on utilise souvent au travail. Quand on se chauffe de l'eau pour faire un thé, Alors, par exemple, madame, il n'y a aucun problème. je vous rassure doublement. C'est que Très l'eau, bien, étant donné que c'est buvable cru, il n'y a pas bichoul goy, il n'y a aucun problème. très bien, très Voilà. bien. Par contre, ce à quoi il Razak, faut faire merci. attention, il faut faire attention pour les bouilloires, c'est que très souvent, on a le problème chez nous à la choule, les gens prennent du café le Shabbat matin, le concombre se vide. Il faut vraiment C'est surveiller que le ça. goy n'ajoute pas de l'eau. Parce que là, c'est un autre problème, c'est pas cause du bichou goy. À cause du fait que le goy, il fait cuire pour nous pendant le Shabbat, c'est complètement interdit ça. Vous voyez, ça Et n'a rien à alors, voir, c'est pas bichou et moi, goy, j'ai c'est du pas. bichou Shabbat. Oui, tout à fait. Oui, oui, on n'entre pas dans dans ce Voilà. problème. Mais moi, j'avais pensé aussi à une chose, c'est que la bouilloire, si même elle est, vous savez, de temps en temps, on met du vinaigre dedans pour enlever le calcaire. Et il faut que ce soit quand même un vinaigre cachère, parce que si le goy s'amuse à nettoyer soit avec une éponge qui n'est pas propre à cette utilisation, ce qui peut arriver peut-être, je sais pas, ou alors du vinaigre qui n'est pas cachère, c'est permis aussi, Non, non, parce pas que du ça tout. poserait Ah problème. non, non, non. Bien sûr, ça pose problème parce que quand vous nettoyez, vous mettez de l'eau bouillante. Et si cette eau bouillante, elle est infestée par du jouet, hein, et il peut y en avoir, hein, c'est à base de vin et tout, c'est que vous mettez du vin interdit dans votre bouillard. Faites très attention. Pour que Voilà, donc bien surveiller que c'est toujours, ah, voilà, très bien, le produit est caché, bien sûr. Bien sûr. très bien. Merci pour ces précisions. Très bien. Ouais. D'autres questions, messieurs, dames? Allez-y, n'hésitez pas. Voilà, c'est un sujet, c'est un très, très, très Oui, vaste. là, pour revenir dans le cas là, du vinaigre, euh, bon, certes, c'était du vinaigre comme du vin, pas cachère, mais justement, le vinaigre, il a servi un peu comme du liquide vaisselle. Ça a nettoyé en quoi il pourrait avoir Ça a un goût de nettoyé, issour. je vais vous dire pourquoi. Ça a nettoyé, mais il n'est pas notentam nifgam. Quand on dit en général les produits vaisselle, etc., le bégon et tout ça, c'est notentam nifgam, c'est quelque chose qui abîme. Mais le vinaigre n'abîme pas, il a un goût fort. Il a un goût fort, donc il nettoie bien. Mais quand vous mettez un peu de vinaigre dans de la salade, elle est bien meilleure que sans le vinaigre. C'est bon le vinaigre, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas On notentam préfère. nifgam. C'est pas notentam nifgam, pas du tout. C'est Ah, quelque chose qui, voilà, ça enlève très bien, ça enlève les goûts qu'il y a, ça enlève les saletés, mais c'est quand si vous les dosez bien, vous avez des salades sans vinaigre, c'est zéro. Grâce au vinaigre, c'est très bon. Donc c'est sûr, c'est bon le vinaigre. on préfère le citron, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, l'action du vinaigre, c'est de dissoudre le calcaire.
Donc, Oui, ça ne change pas, il va imagine, neutraliser. Il va être écoutez-moi. Je vous prends du vrai issour. Allez, donnez-moi de la graisse de cheval. Allez, de la graisse de cheval, mais elle a une puissance d'acide, etc., d'enlever le calcaire. Vous mettez de la graisse de cheval dans votre véhicule, c'est interdit. Pas parce qu'elle a une puissance comme de l'acide que c'est cachère. Elle va laisser un goût de choses à source, interdit. Ne confondez pas un goût à sourd et avec un goût fort. Je veux dire. Et en général, pourquoi dans les produits, on dit quand on a mis les produits, c'est cachère? C'est pas parce que le produit est fort, c'est parce que le produit, il est pogème la nourriture. Il abîme la nourriture en général. Si je vous mets du pec citron dans votre beefsteak, il ne va pas être bon, votre beefsteak. Mais si je vous mets de certaines huiles ou certains dérivés du vin, etc., même que ça a tourné, ça va ajouter un petit quelque chose, c'est ça très bon. Il ne faut pas confondre acide et notentan nifgam, et pas goût. C'est deux choses différentes. D'accord. D'accord. Merci. Excusez-moi, je voulais une petite précision, comme le monsieur tout à l'heure, il a parlé par rapport aux hôtels. Quand on va demander, quand les serveurs sont là, c'est eux qui cuisinent. Il y aurait un problème normalement, à part si, parce que comme il est sur notre surveillance. Non, je vais vous dire. Si c'est un hôtel, vous parlez d'un hôtel cachère. Ah bah oui. C'est un hôtel cachère, c'est évident. S'il a un recherche sérieux, c'est évident qu'il y a quelqu'un à la cuisine qui interdit rigoureusement le béaba, la première chose qu'on dit au cuisinier goy, tu n'allumes jamais le feu. Ça, c'est ouais, c'est la base de base, c'est tout. Donc, il n'allume jamais. Donc, c'est toujours le juif qui vient allumer. Donc, en principe, donc après, il n'y a pas de problème. En principe, si c'est un beau Hercher, je ne vais pas vous donner Hercher pour tout Hercher. Non, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le juif, c'est plus un c'est problème sûr, s'il n'y a plus de surveillance. C'est sûr, c'est la première chose qu'on enseigne aux chômeurs. Et au goy, le goy dit, dans cette cuisine, tu vas faire plein de choses, tu n'allumes jamais le feu. Et d'ailleurs, je vous donne un petit détail intéressant, madame. Il y a des fours, et c'est très compliqué d'expliquer ça au goy. Il y a des fours, vous devez connaître ça. Quand on l'ouvre, pour voir si c'est cuit, il s'éteint. Et quand vous refermez la porte, il se remet en marche. Donc, des fois, on a le problème. On dit, c'est le goy, c'est lui qui donc il ouvre le four pour voir si c'est cuit. Après, il referme. Quand il referme, donc c'est lui qui continue la cuisson, donc ça n'a pas de problème. Vous voyez? Mais dans ces cas, on est souvent sauvé par la halakha que j'ai enseignée aujourd'hui. C'est que si par exemple, le chômeur, il a vérifié que le poulet, par exemple, il est cuit au tiers, alors c'est pas grave que le goy vient, il ouvre la lune parce que le premier tiers a été cuit par le juif. C'est toute une gymnastique. Je sais que moi, il y a de nombreuses années, je m'occupais d'un faire comme ça. C'était toute une gymnastique pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Ah bah oui. Merci beaucoup, Rav. Merci. Rav, le micro-ondes ne cause aucun problème quand on a une employée de maison qui vous réchauffe un repas pour un enfant. Non, c'est comme un four. Tant que c'est du réchauffage, tant que c'est quelque chose qui mange, qui a été cuit, il ne fait que réchauffer, on peut le laisser. Ouais. Ok. Oui, bonsoir Rav. Je voulais demander, utiliser une bouilloire dans un hôtel, donc un hôtel goy, est-ce que c'est permis ou non, du fait que… Je vais vous dire, il n'y a pas une réponse absolue oui non à votre question, parce qu'on peut imaginer que parfois ils ont mis un autre, et ça m'est arrivé de voir une fois cette chose-là, dans la bouilloire, ils avaient mis un produit, ils voulaient au robinet avoir, je ne sais pas quel, du beurre, une boisson à eux, vous voyez. Donc, il peut arriver qu'ils mettent un produit non cachère. Donc, on se méfie. Mais dans l'immense majorité des cas, je vous accorde qu'en général, la bouilloire, ils font que de l'eau dedans. C'est pour ça qu'en général, les gens qui vont dans les hôtels et tout, ou dans les VVF, les maisons de vacances et tout, je leur conseille, c'est très facile à faire, je leur dis, cachériser-la, vous la remplissez à bloc, vous laissez bouillir, vous jetez l'eau chaude, vous remplissez avec de l'eau froide et ça, elle est cachée à votre bouillard. Comme ça évite. Mais c'est un rachage, vraiment, pour éviter les problèmes. Mais je pense quand même que c'est comme un cachère. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et prendre un café dans un restaurant, un bar. Oui, il n'y a pas Bichou le Goy. Donc, si vous le donnez, vous arrangez pour avoir un verre en carton, un verre jetable ou un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Et même s'il n'y a pas, on peut trouver des éthérimes aussi. Bon, en général, c'est Kedisheni. Alors, c'est la plus compliqué. Il y a des marques mérites dans scène qui disent qu'il n'y a aucun problème. Bon, mais en tout cas, si vous voulez faire un espresso, par exemple, vous n'avez qu'à d'une. Ça se fait de plus en plus. Vous donnez ça dans un petit verre cartonné et tout. Prenez votre espresso.
le moutarde. Mais Rav Zerbib, D'accord, merci. Rav Zerbib, si c'est un verre en porcelaine, c'est pas valable. Parce Ah oui, il y a pu avoir du lait dedans. oui, c'est un verre porcelaine, oui, il faut éviter. Sauf, en général, j'ai vu, l'expérience a montré que si vous êtes vraiment dans les endroits où on donne le café, je ne parle pas du café crème, le café, dans le café, le petit café, ils ajoutent pas. Quand ils veulent faire le café crème, c'est une tasse qui est un peu plus grosse, en général. Bon, mais je vous accorde qu'un marmire, il ne voudra pas utiliser ce genre de svarot, mais ça existe, ce genre de svarot. Dans le petit verre, ils sont macpides de ne mettre que du café pur. Non, souvent les gens demandent une noisette. C'est-à-dire que Oui. c'est une goutte Une de lait. noisette dans le petit Bah verre. oui, Alors, souvent. Très si souvent. c'est vrai ce que vous dites, alors effectivement, pas bien le petit verre en carton. Voilà. OK? Très bien. Excusez-moi, et si c'est justement, bien sûr que on ne peut pas donner l'instruction à un non-juif de cuire ou de rajouter de l'eau pour une bouilloire, euh, mais, euh, mais s'il l'a fait de lui-même, ou on ne sait pas s'il a rajouté de l'eau, et puis finalement que c'est une eau qu'il a de lui-même, il a rajouté de l'eau, je sais pas, et c'était pendant Shabbat. Vous parlez Shabbat. Pardon? Vous parlez pendant Shabbat. C'est un Pendant problème. Shabbat. Mais vous C'est un ne problème. savez pas. Vous ne savez pas, peut-être. Non, il y a deux choses. Si on est sûr qu'il a mis de l'eau là-bas, c'est interdit d'abord. Ça, c'est clair. Maintenant, vous demandez dans le doute. Alors, dans Ouais. l'immense majorité des cas, les gens qui sont là-bas, ils savent très très bien, selon la quantité qu'ils ont vue dans la bouilloire, et maintenant ils voient combien, on sait en général si le goy l'a ajouté. Mais dans le doute, c'est mieux d'éviter de prendre. Si on a une bonne probabilité que le goy il en a ajouté, alors c'est un problème. Je sais que dans certains endroits, ils font un compte, ils font une espèce de ruse comme ça, et ils disent aux serveurs, mais sérieusement, ils leur disent, écoutez, je vous demande une chose, vous prenez du café parfois? Ils disent oui, je prends du café. Alors je dis, dans cette bouilloire, ajoute un peu d'eau pour toi. Mais c'est vrai, c'est-à-dire, c'est pas une ruse. L'équipe des serveurs, ils font le café dans la même bouilloire que les clients. Alors donc, ça veut dire quand ils ajoutent de l'eau, c'est pour eux. Or, il y a un clad, c'est quand un goy fait une lacha pour lui, on a le droit de profiter après lui. Bon, moi, je me méfie ce genre de choses parce que j'ai peur qu'après, il ruse, il ajoute pour nous et tout, mais dans le principe, ça existe. Mais est-ce qu'on considère vraiment ça comme du bichoul, puisque vous aviez enseigné que dans le cadre d'une tfina, si on rajoute de l'eau, on avait le droit de rajouter de l'eau pour désépaissir. Donc on considère qu'il n'y a pas du bichoul quand on rajoute de l'eau. Alors, je vous corrige tout de suite. Si je vous ai effectivement permis de mettre de l'eau dans la nappe pour pas qu'elle brûle, mais c'est de l'eau qui était bouillante. De l'eau bouillante, qui est déjà dans le kumkum ou dans une marmite qui est sur la plata, qui est bouillante. Et donc, étant donné qu'elle est bouillante, vous pouvez la rajouter dans la lave parce que c'est une bichoul à bichoul, puisque de toute façon, elle est bouillante, votre eau. Mais quand le gars il va mettre de l'eau dans le bouilloire, dans la bouilloire, il va mettre de l'eau crue, de l'eau du robinet, il va la cuire. Oui, par contre, juste pour petit rappel, on ne peut pas remuer la tefina. Non, ça c'est autre chose. Remuer, on n'a pas le droit. On peut ajouter de l'eau, mais pas la remuer. Ça, même si on la pose de façon provisoire à côté, on ne peut pas remuer. Oui. Remuer Mégis, ça c'est un din clair dans le Shulchan Aruch, ça s'appelle Mégis. Mégis, c'est interdit. D'accord. Mais ajouter de l'eau et du coup, on est obligé de remuer, non? Non. Quand on rajoute. Pour ajouter, je vous rappelle les conditions qu'il faut pour rajouter de l'eau. Vous mieux se mettre à deux parce que c'est un peu compliqué. Il faut enlever la dave de la plata, la découvrir, rajouter de l'eau, la recouvrir toujours hors de la plata et la remettre sur la plata. D'accord. Donc, ouais. Mais pas du tout remuer. C'est sûr, ça se remue un peu quand vous déplacez, mais je veux dire, vous ne faites pas un acte bécavana pour de remuer. Oh, j'ai compris. Merci. Bon, voilà. Voilà, s'il n'y a plus de questions, voilà, on a repris Baruch Hashem. J'espère qu'on va pouvoir reprendre voilà, avec beaucoup de zrizou tous ces cours. Et encore une fois, que le srout de ces cours protège nos chayalim, protège tout le clan Israël. Amen.
Et elle nous Amen. protège à nous, les Juifs de France, hein, franchement. C'est une situation. Vous savez, nous, on est la génération qui est née après la guerre. On n'a jamais connu une situation comme ça. Nos parents l'ont connu. Nous, on n'a jamais connu depuis les années 1950 jusqu'à l'an 2000. Bon, bah, des petites guéguerres un petit peu. Mais là, maintenant, reprendre l'atmosphère qu'ils ont pu dans les années 30 et tout, c'est vraiment très, très nouveau. Pour notre génération, c'est très, très nouveau. Bon, on espère que tout va bien sortir. Amen. Et très certainement, j'ai la conviction intime que c'est vraiment les prémices de Mashiach. D'avoir une nuit. Amen. Amen. ve Amen. Amen, amen, amen. Allez, Kol Tov et des bonnes nouvelles. Des bonnes Ça va, toi. Merci, Rav. Wow. Rav, je peux vous poser nouvelles. une question encore? Je vous écoute, oui. Juste avant d'écouter votre question, je voudrais que Gérard s'arrange. Je sais que c'est un magicien de la technique qui s'arrange pour que mes machines elles marchent, qui se débrouille comme il veut, que ça marche. Voilà. Il faut que je On va prenne lui un mettre- billet faut que je on prenne va un lui billet mettre la d'avion. responsabilité sur les. Non, je veux rien savoir, Gérard. C'est tout. Il faut Il faut que je prenne l'avion pour venir à Paris. Je te paye Et- tous les avions que tous les avions que tu veux, mais tu vas me réparer ça. Bon. Allez, madame, votre question. Alors, ma question, c'était, souvent, comme vous avez parlé de l'eau dans les kumkum, dans les hôtels, souvent, les kumkum, ils sont déplacés. Donc, ils enlèvent les prises et ils remettent dans un autre endroit et ils remettent le kumkum. Est-ce que ça pose problème ou pas? Ça peut poser problème. Bon, au niveau de l'eau, elle est déjà chaude quand il déplace le concombre et quand il la rebranche, elle reste chaude. Donc, il n'y a pas une cuisson. Il y a le problème électrique de débrancher et de rebrancher. Mais c'est pas un problème, ça, parce que c'est eux. Mais ils font ça pour nous. Pour qu'ils font ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, pour nous, donc c'est problématique. Bon, mais ça, c'est une question un peu plus élaborée parce qu'on peut Si on leur dit imaginer. rien, mais si on leur dit rien, Oui, non, mais vous savez très bien leur dire, mais s'ils font pour le juif, je dis rien, un gars, il me fait quelque chose pour moi, j'ai le droit de le laisser, je dois l'interdire. Mais on reviendra là-dessus parce qu'il y a un tas de dire que c'est Midera Banane, c'est des chevaux des terres mitzvah. Il faut faire un chiot complet sur ces questions-là. Bezat Hashem, on aura l'occasion de les faire. ok, J'espère. d'accord, très bien. Merci beaucoup, Rav. Beaucoup, bonne soirée. Allez, Rav. Kol Tov, des bonnes nouvelles. Hein. Merci, Des bonnes Kol Tov. nouvelles à tout le monde. Au revoir. Merci.